Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré, les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île. Lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Claudine Richet-Paquin. Bonjour Claudine. Bonjour Ingrid. Merci de m'accueillir chez vous dans cet écrin de verdure non loin de la Grand-Cale. Vous avez grandi à Porquerolles au début des années 50 jusqu'à l'âge de vos 4 ans. Puis vous êtes parti vous installer à Paris avec votre famille où vous avez passé une grande partie de votre vie et fait votre carrière en tant que chercheur au CNRS. Vous avez pris votre retraite dans le sud-ouest où vous vivez actuellement. Mais il est important de préciser que Porquerolles est toujours restée présente dans votre vie puisque vous y reveniez régulièrement en vacances et que vous êtes l'une des petites filles de François-Joseph Fournier qui a acheté l'île de Porquerolles en 1912 après avoir fait fortune au Mexique. Vous avez permis la publication l'année dernière d'un ouvrage écrit par votre mère Monita Fournier-Richet sur lequel on reviendra. Mais pour commencer, Claudine, est-ce que vous gardez des souvenirs de votre petite enfance à Porquerolles au début des années 50, que vous les ayez encore en mémoire ou qu'on vous les ait racontés ? En mémoire, j'ai vraiment un souvenir qui a été extraordinaire pour moi. C'était de faire une promenade en tombereau, c'est-à-dire un grand chariot en bois tiré par des chevaux, avec Antoine Delogu qui m'emmenait dans le bois chercher. Il était forestier et il allait chercher du bois à brûler. Et j'étais dans le tombereau et c'était extraordinaire parce que les rebords étaient plus hauts que moi, mais j'apercevais quand même la végétation au-dessus. J'avais trouvé ça extraordinaire. Donc un tout premier souvenir d'enfance parce que vous étiez vraiment petite. 3-4 ans. Oui. Vous êtes allée à l'école à Porquerolles ou pas ? Non, jamais. Justement, quand moi j'étais la dernière enfant et du coup quand j'ai eu 4 ans, mes parents ont considéré qu'il fallait quand même aller à Paris pour que j'aille à l'école et que j'ai une vie urbaine, disons. C'est une des raisons pour lesquelles vos parents ont quitté l'île ? Ah ben absolument, oui. C'est la raison principale. Oui. Les deux aînés de la famille, on était 4 enfants en 4 ans, et les 2 aînés étaient partis quand ils étaient petits vivre seuls à Paris chez leurs grands-parents. Et mes parents ont trouvé que c'était quand même extrêmement dur comme séparation. Donc, dès que nous, les 2 plus jeunes, on a eu l'âge d'aller à l'école, ils ont décidé de s'installer à Paris. Alors, on est une petite dizaine d'années après la fin de la guerre, quand vous êtes petite à Porquerolles. Est-ce que vous vous souvenez de l'environnement de l'île à l'époque et est-ce que vous vous souvenez de différences fondamentales par rapport à maintenant ? Ah, certainement. Bien sûr, le souvenir qui frappe le plus, ce sont les chemins. Parce que nous, on avait des tout petits sentiers à travers bois qui nous permettaient d'aller dans les plages et les calanques. Et ces sentiers, c'était la plupart du temps les écoulements d'eau qui les créaient dans la forêt. Et c'était pour nous il était habituel de marcher dans ces sentiers qu'on trouvait effectivement merveilleusement mystérieux. Oui, sauvage, mais pour nous c'était même pas une idée, on n'avait pas l'idée de ça parce que pour nous c'était notre environnement naturel, hein, c'était chez nous c'était comme ça. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a de larges avenues et puis d'autres chemins qui ont été complètement abandonnés. Parce que justement, le parc n'a pas voulu que les touristes aillent un peu partout, parce qu'en cas de risque d'incendie, évidemment, c'est très difficile de récupérer des gens qui sont partis dans des petits sentiers très peu praticables. Mmh. Alors on va faire une longue ellipse. Vous avez fait carrière à Paris. Est-ce que vous avez eu l'occasion régulièrement, tout au long des années même de votre carrière, de revenir à Porquerolles ? Est-ce que c'était un point de chute régulier pour vous ? J'ai toujours passé toutes les vacances de mon existence à Porquerolles, à de très très rares exceptions près, au point d'ailleurs que je me suis dit effectivement je ne connais rien du monde, rien de nulle part, de la France ou des autres pays, et que j'avais envie à la retraite de connaître un peu autre chose. Bon, pas de chance pour l'instant, on est un peu bloqué, mais bon. Bon, ça va, c'est un confinement plutôt privilégié. Alors, avant de parler du livre de votre mère, je rappelle que vous êtes la petite fille de François-Joseph Fournier, grande figure de Porquerolles, qui a beaucoup fait pour l'île et les Porquerolais.
Vous a-t-on beaucoup parlé de votre grand-père quand vous étiez petite, de ce qu'il a accompli pour l'île, ou est-ce que c'était un sujet qu'on n'abordait pas tellement? Mais mes parents en parlaient, bien sûr, mais sinon les autres jamais. Non, on en entendait très très peu parler. Non, il y avait quelques personnes qui nous disaient, ah oui, du temps de votre grand-père, c'était pas pareil, ou, ah oui, on faisait ça, mais c'était des petits souvenirs comme ça, mais il n'y a jamais eu vraiment, Une transmission. De transmission, il y a que par mes parents. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle du livre de votre mère qui s'intitule 1939-1945 Vue de Porquerolles, qui est paru aux éditions Nouvelle Place l'année dernière. Il s'agit du témoignage de votre mère, Monita Fournier, sur cette période qu'elle a vécue en première ligne, puisqu'au décès de son père François-Joseph Fournier, alors qu'elle n'a que 22 ans, elle va être chargée avec sa sœur Doria, de 2 ans sa cadette, de gérer l'héritage de son père. Cet héritage, il couvre alors presque toute l'île, à l'exception de quelques maisons. Monita s'occupe de la culture de la vigne, des cultures de la ferme, gère la ligne maritime qui relie l'île au continent, et quand la guerre menace, elle devient l'interlocutrice privilégiée du gouvernement, fait face aux Italiens puis aux Allemands qui occupèrent l'île successivement entre 42 et 44. Alors quand on lit tout ça, on sent vraiment une très lourde responsabilité pour une jeune femme d'à peine 25 ans, même si elle fut aidée dans ses tâches, je crois, par ses 2 sœurs, Doria Floria et sa mère Sylvia. Vous indiquez dans le prologue du livre, je vous cite, que votre mère, de nature réservée, n'évoquait que rarement ses activités, éludant le sujet d'un « j'ai fait ce que j'avais à faire ». On a envie de vous demander, Claudine, quand et comment l'idée de raconter cette période est-elle née dans l'esprit de votre mère ? Oui, quand ma mère disait ça, c'était quand on lui demandait des récits autour de ses contacts dans la résistance, etc. Et finalement, elle disait bon, bah voilà, c'était effectivement à cette époque-là, il fallait bien faire ça, il fallait bien essayer de renseigner les maquis. Donc bon, c'était normal et voilà. Donc elle voulait pas s'étendre là-dessus. Pour après... La question c'était quand et comment l'idée de raconter cette période est née oui. dans son esprit. Je pense que, je sais pas exactement, mais à mon avis, c'est parce qu'elle a eu plusieurs hémorragies cérébrales à un moment donné. Et je pense que c'est vraiment après sa première hémorragie cérébrale, elle s'est dit, bon, bah oui, le temps m'est compté. Donc, elle a voulu raconter ce qu'elle avait vécu parce que surtout, elle voulait rendre hommage aux porquerolais qui avaient eu un comportement pour beaucoup extraordinaire pendant cette période-là, parce que c'est vrai que ce n'est pas rien que de devoir complètement évacuer l'endroit où on a vécu pendant toute sa vie, et d'un seul coup que les Allemands leur disent bon bah allez maintenant vous partez complètement ailleurs. Alors ceux qui pouvaient partir dans leur famille s'ils avaient de la famille sur le continent, voir des amis, mais pour beaucoup ils n'avaient aucun lien nulle part et du coup ils sont partis avec ma mère dans une propriété qu'on avait dans le nord du département, du côté de Brignoles. Et ils ont, alors que bon, c'est vrai, avant, ils avaient les comportements habituels d'un village avec les dissensions, les hostilités plus ou moins fortes. Et d'un seul coup, ils ont découvert qu'ils étaient à la fois, qu'ils appartenaient vraiment au même village, et ils ont découvert une solidarité extraordinaire. Enfin, ils ont donné à voir une solidarité extraordinaire. Et pendant ces années-là, tout le monde a agi vraiment ensemble, en concertation, et ils se sont partagés le très peu de nourriture qu'ils avaient, parce que c'était vraiment difficile l'approvisionnement, parce qu'ils étaient quand même très très nombreux, et ma mère me disait, mais de temps en temps, je me retrouvais avec un œuf et 10 personnes à nourrir. Comment pouvais-je faire? Bon, elle cassait l'œuf dans la soupe et puis elle mélangeait. Mais c'est très bien. Il y a un très beau passage, je trouve, dans le livre où il est fait mention de cette fraternité insulaire dans l'adversité qui était à l'œuvre vraiment pendant l'évacuation. Je cite, obligés de quitter leur île sous la contrainte, les Iliens réalisent soudain qu'ils y formaient une communauté dont ils n'avaient pas toujours su apprécier la valeur. Voilà, et c'est précisé par un système vraiment d'entraide où on sent qu'il y a vraiment un élan de fraternité qui se vit pleinement.
absolument. Je voulais aussi vous demander, en fait, ce témoignage de votre mère, c'est un document qui, je trouve, est un document précieux. Alors, il y a assez peu d'écrits, finalement, sur Porquerolles, mais ce document, il est précieux, je trouve, parce qu'il relate une période qui est peu documentée sur Porquerolles. Vous dites que peu de temps avant sa mort, votre mère souhaite que ce texte soit repris afin d'être publié. Le texte a été achevé en 91, et je trouve qu'on est vraiment frappé par les détails et les anecdotes qui y sont relatées. Tout a été écrit a posteriori, ou est-ce que vous savez si elle prenait des notes, si elle tenait un journal? Parce que vraiment, je trouve que c'est truffé d'anecdotes, de témoignages, de mentions de personnes. Surtout si vous me dites qu'elle avait eu un accident vasculaire juste avant. Enfin, c'est quand même, il y a un sacré travail de mémoire pour cet ouvrage. Mais c'est ce qui l'a surprise elle-même, c'est-à-dire que justement, et dans le texte, elle dit qu'elle n'y a pas pensé, elle a rien écrit du tout, mais je pense que ces années-là étaient imprégnées très très fortement en elle, et que parce que ça l'a vraiment marquée pour beaucoup de choses. Enfin, toute sa vie a été un peu imprégnée à la fois de cette période-là, et ensuite, elle a quand même toujours eu l'impression, peut-être pas vraiment de se sacrifier, mais quand même, elle hypothéquait un peu les autres vies qu'elle aurait pu avoir, parce que elle se sentait des devoirs envers Porquerolles. Mmh. Et à la fin de sa vie, elle s'est retournée sur cette expérience-là, et finalement, elle a justement voulu réexprimer ce qui s'était passé, pourquoi elle avait finalement consacré une très grande partie de sa vie à Porquerolles, alors qu'au fond, pour nous, elle nous disait toujours, non, ne restez pas à Porquerolles, vivez, le monde est vaste, faites des choses ailleurs, vivez autrement, mais ne vous enfermez pas. Donc pour elle, c'était quand même, en gros, à la fois une passion, mais aussi un regret. Je comprends. De se dire que finalement, elle s'était consacrée à quelque chose, à une œuvre qui, en fin de compte, l'avait un peu dépassée, peut-être. Oui, surtout, à la fois elle a dépassé, mais qu'elle a dû abandonner, parce qu'au fond, il n'était pas possible de maintenir ce qu'elle avait rêvé de maintenir, c'est-à-dire l'œuvre de son père. Mmh. Mmh. Et donc, elle a eu quand même un sentiment, d'échec au fond, et je pense que elle a fait ce travail sur elle-même de retrouver pourquoi elle avait fait ses choix. Je pense que c'est dans cette démarche-là, et du coup, ça a fait ressurgir tous les événements qui ont motivé ses choix. Oui, avec une acuité très forte. Mais c'est très intéressant, la façon dont vous l'expliquez, parce que, je trouve que dans la façon dont tout est raconté, on sent en effet cette force et cette détermination sans faille de votre mère, toute jeune, et on peut se dire que ce travail a posteriori, c'est pour ça que je vous demandais s'il y avait eu des traces, un écrit, parce que on sent que il y a vraiment eu un travail intérieur pour pouvoir accoucher de ce texte qui est vraiment précieux. Alors j'aimerais, pour les auditeurs qui n'ont pas lu le texte, en faire un résumé, alors rapide, je ne sais pas, mais en tout cas pour en dresser les quelques lignes. Le récit démarre durant l'été 1939, qui ressemble à un été comme un autre. La famille est réunie, les plus jeunes jouent à cache-cache du côté du Brégançonnet, mais Monita sait déjà que la guerre va avoir lieu. Elle reçoit un pli secret, des consignes de défense et un avis de réquisition des moyens de transport disponibles. Porquerolles occupe alors une position stratégique en tant que poste de défense de la rade de Toulon. La guerre éclate le lendemain, le 1er septembre 1939. Une partie de la famille, vous l'avez dit, de votre mère, va s'installer à Saint-Pré, château appartenant à la famille de votre grand-père près de Brignoles. Monita reste sur l'île avec quelques porquerolais non mobilisés. La première année, elle assure les vendanges avec des moyens limités, fait face à la pénurie car l'île est mal approvisionnée. Puis vient la période de l'occupation, les Italiens tout d'abord en 42. La cohabitation se passe plutôt bien avec les porquerolais, parmi lesquels on compte de nombreuses familles italiennes. On voit d'ailleurs qu'il y a une certaine entraide avec les familles italiennes. Monita parle italien couramment, ce qui facilite également les choses et sait se faire respecter. Et en 43, le ton change avec les Allemands qui débarquent sur l'île. L'île doit être évacuée. Et là encore, Monita est en première ligne. Elle organise l'évacuation aidée de ses sœurs Doria et Floria. Elles rejoignent la propriété familiale de Saint-Pré où beaucoup de porquerolais qui n'avaient nulle part où aller trouvent refuge, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Puis vient la libération et le retour sur l'île en partie dévastée.
Alors il faut encore une fois un sacré courage pour traverser tous les épisodes que votre mère a traversés alors qu'elle était toute jeune. Est-ce que vous savez d'où lui venait cette force et cette volonté? De son père, certainement, parce que c'était la fille aînée. Et en fait, son père, qui avait rêvé toute sa vie d'avoir des enfants et n'en avait pas eu, c'était un mariage tardif, et lui-même était déjà quand même, il avait plus de 50 ans sauf erreur, donc il était absolument enchanté d'avoir un enfant. Et maman était très curieuse, donc il l'a vraiment formé étroitement, de façon assez étonnante, parce que en plus ça servait pas à grand chose, mais c'était un peu, ça l'a quand même façonné. Comme il avait beaucoup travaillé à la construction des chemins de fer au Canada et aux États-Unis, eh bien, il lui apprenait à écouter le passage du train qui à l'époque était sur des rails, etc. Alors il fallait écouter pour savoir quand le rail, on changeait de rail, et puis il fallait dessiner un sifflet de locomotive, etc. Donc des choses qui paraissent totalement inutiles, mais en fait je pense que c'est cette formation au quotidien où il se passionnait pour son éducation qui l'a marqué et qui lui a donné beaucoup d'esprit d'entreprise. Qu'il a forgé dans sa volonté. Oui, et puis en même temps, il faisait des récits aussi. Alors, il y a eu bien sûr l'ouvrage de William Luray qui raconte un peu de façon un petit peu romancée l'histoire de mon grand-père, mais maman avait écrit avant d'écrire le récit justement de la guerre à Porquerolles, elle avait écrit un petit ouvrage où elle recensait tous ses souvenirs de son père. Et effectivement, elle racontait que une grande partie de l'enseignement de son père, c'était de lui raconter des histoires de sa vie. Et il racontait effectivement des tas de choses sur comment il avait vécu à la fois son travail d'ingénieur pour construire un chemin de fer, ensuite sa recherche dans les mines d'or, et puis la découverte de filons extrêmement riches qui lui ont permis à la fois de faire fortune et en même temps de vivre des tas d'utopies aussi bien au Mexique dans les mines que dans l'agriculture avant de devoir repartir à cause de la Révolution mexicaine, et il est venu s'établir en France. Et toutes ces expériences-là, ça façonne quand même, ça donne, c'était une sorte d'épopée en réalité, parce que il racontait des histoires absolument extraordinaires qui nous-mêmes aussi nous ont bercés pendant notre enfance, mais il y avait des choses vraiment étonnantes, et je sais pas si ça a du sens de le raconter maintenant, mais j'avais trouvé que c'était absolument emblématique finalement d'une vie aventureuse, c'est que à un moment donné, il avait déjà fait fortune, il y avait le chemin de fer, et du coup, il y avait des personnes qui lui disaient: mais pourquoi vous retournez à la mine à cheval avec votre argent à côté, posé sur le cheval, alors que vous pouvez être attaqué et tout. Et il répondait: c'est pour la légende. Ah oui. Voilà, donc il avait cet sens esprit quand même, de l'aventure, mais aussi de l'aventure pour la postérité. Tout à fait. Donc marqué par cette empreinte, votre mère s'est sûrement aussi sentie investie d'une certaine mission, peut-être aussi en tant qu'aînée. Oui, il y avait ça. Il y avait deux choses, parce qu'il y avait à la fois l'esprit d'aventure. Et il y avait aussi, rester fidèle à l'esprit et à l'utopie de son père, parce que c'est vraiment, il l'avait déjà fait au Mexique, c'est-à-dire que ce soit dans les mines ou les propriétés agricoles, il avait établi des hôpitaux à une époque où c'était pas du tout à la mode de s'occuper des ouvriers et de prendre soin d'eux. D'abord, il surveillait énormément les accidents du travail. Il avait fait des hôpitaux, il y avait des cantines. On était vraiment dans une forme de paternalisme. Voilà, tout à fait. C'était absolument le paternalisme. Alors, c'était effectivement l'époque du paternalisme en Europe, mais en Amérique et surtout au Mexique. C'était précurseur. C'était pas franchement déjà à l'époque, mais lui, il y avait deux choses. Il y avait le paternalisme, mais lui, c'était un enfant d'ouvrier. C'était quelqu'un qui avait... C'était quelqu'un qui avait vraiment vécu. Son père était marinier sur les canaux entre la France et la Belgique, il transportait du charbon, il savait ce que c'était que justement à la fois l'effort physique, la difficulté de vie et
en même temps, les accidents du travail, pour lui, c'était quelque chose de très, très, très profondément ancré en lui. Et la volonté de lutter contre cela n'avait pas du tout la même origine que le paternalisme bourgeois, qui était beaucoup plus chrétien, qui avait quand même une connotation historique assez particulière. Lui, c'était vraiment du vécu. C'était son vécu personnel. Chevillé au corps. Et voilà. oui. D'ailleurs, modèle qu'il a reproduit. Et qu'il a tenté de reproduire ici. Et à Porquerolles, tout à fait. Alors le récit, il est truffé d'anecdotes, d'épisodes racontés avec détail et précision. C'est un récit d'ailleurs qui, malgré la période qu'il relate, je trouve, n'est pas dénué d'humour. Je pense aux épisodes qu'elle raconte sur ses affrontements sportifs avec les occupants, où elle mentionne son arme redoutable, une paire de godillots de miliciens qui à 3 reprises feront reculer l'occupant. Alors si vous le permettez, je vais juste lire un tout petit passage que je trouve assez savoureux. Donc elle indique, parenthèse comique, 3 fois j'eus des affrontements assez sportifs avec les occupants, mais je possédais une arme redoutable, propre à suppléer la faiblesse de mes poings. Doria s'était procuré et m'avait envoyé une paire de godillots destinés aux miliciens, en cuir épais et dur, lourdement cloutés. La première fois, l'évacuation bat son plein, Élise Ganidel appelle au secours. Un soldat allemand veut lui arracher un gros sac de provisions embaumant la mandarine, et nous voilà tirant à U et à Dia. Devant cette furia française, représentée, ô ironie du sort, par la frêle Élise et moi-même, recevant maints coups de pied dans les tibias, le soldat un peu vieux se décide à battre en retraite. Et suivent 2 autres scénettes qui sont tout aussi savoureuses. Votre maman avait cet esprit un petit peu malicieux. Tout à fait. Bah, c'est une facette que très peu de gens connaissent, parce que c'était vraiment dans le cercle familial. Mais moi, j'ai toujours considéré que ma mère était quelqu'un de drôle. Vraiment, parce que justement elle avait un regard, alors elle racontait pas des blagues comiques, etc. Non, mais elle avait justement ce regard malicieux, une bonne dose d'ironie. Elle avait aussi un sens de la formule et un vocabulaire qui était parfois très très original. Et elle me faisait beaucoup rire. Mais voilà, moi je trouve qu'on est dans un récit quand même où on raconte la période de la guerre, et il y a beaucoup de moments où j'ai vraiment souri en le lisant, donc pour ça c'est vraiment très agréable. Cet ouvrage, vous l'avez dit tout à l'heure, il a été conçu comme un hommage au courage de certains habitants de Porquerolles. De nombreuses familles porquerolaises y sont mentionnées, qui vivent encore sur l'île. Je pense à la famille Mazella, Gauthier, Scotto, Bassignana, Desiglioli, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Est-ce que vous-même, vous avez eu la possibilité d'échanger avec des habitants de l'île qui ont travaillé au service de votre grand-père puis de votre mère, qui ont lu peut-être cet ouvrage ou pas ? Oui, tout à fait, parce que d'abord moi j'ai grandi au milieu de toutes ces personnes, donc je les connaissais bien. Et puis quand maman a écrit pour la première fois ses souvenirs, c'était pas du tout pour les publier, elle voulait absolument pas que ce soit publié. Elle voulait que ce soit simplement pour justement à la fois sa famille et les habitants de Porquerolles, que les descendants n'oublient pas ce qui s'était passé. C'était essentiellement un travail de mémoire. Et ça n'est qu'à la fin de sa vie, pas longtemps avant sa mort, qu'elle a dit finalement, si j'aimerais quand même que ça reste dans la mémoire. Elle l'a pas dit exactement sous forme de publier, mais ça voulait dire ça. Elle disait, je veux que ce soit inscrit à la Bibliothèque nationale, que le souvenir de Porquerolles soit ancré quelque part. Alors je dis, maman, si tu veux que ce soit à la Bibliothèque nationale, il faut que le document ait un ISBN, ça veut dire qu'il soit publié vraiment. Elle m'a dit, s'il faut ça, oui, d'accord, c'est ce que je veux. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Vous-même, en tant que descendante de la famille Fournier, est-ce que vous vous sentez un peu comme votre mère, investie d'une certaine mission à Porquerolles, ou tout du moins, est-ce que vous avez à cœur de transmettre votre histoire familiale à vos enfants et petits-enfants ? Honnêtement, pas du tout. Pas du tout, parce que justement, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que maman l'exprime comme un poids et en même temps une servitude,
et qu'au fond, elle souhaitait qu'on soit libéré de ça. Mhm. Donc moi, j'ai fait le contraire. Au contraire, je n'ai jamais rien raconté, sauf des anecdotes, mais complètement déconnectées. Mais mes enfants, avant l'âge de 12-13 ans, n'avaient aucune idée de leur histoire à Porquerolles, ni rien, et je leur ai jamais rien raconté. Pour plusieurs choses. D'abord parce que justement, je voulais pas qu'ils se donnent des devoirs que j'estimais qu'ils n'avaient pas à avoir, mais aussi parce que je voulais qu'ils aient le sens de l'effort. Parce que le fait de se dire ah oui, on a des propriétés, il y a eu une histoire, même si maintenant d'ailleurs il n'y a plus rien pour nous ou très peu de choses, mais ce que je voulais, c'est que mes enfants sachent que finalement une vie, c'est d'abord le travail, gagner sa vie, faire des efforts, et que c'est pas parce que les ancêtres avaient fait des choses extraordinaires que eux-mêmes avaient le moindre droit à penser qu'ils avaient une histoire extraordinaire ou qu'ils étaient des personnes différentes des autres. Je voulais qu'ils soient vraiment comme n'importe qui et qu'ils sachent que ce qu'ils étaient, c'était ce qu'ils arrivaient à construire par eux-mêmes. Donc pour moi, ça c'était vraiment très fort, et c'est vrai que ça m'a été transmis par ma mère. Elle voulait surtout pas cela. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas réagi de la même façon, mais pour moi, c'était quelque chose de très important. Donc, Et ça, je l'entends bien, et vous, de toute façon, vous avez commencé par ça tout à l'heure. Et en même temps, vous avez quand même entendu la demande de votre mère, puisque c'est vous qui avez rassemblé les écrits. Peut-être, c'est vrai qu'il y a un moment où vous apportez des éclairages, des contextualisations, historiques qui permettent aux lecteurs, de s'y retrouver. Vous avez fait une carrière de chercheuse, donc certainement très prenante. Il fallait quand même avoir la volonté ensuite de s'atteler à ce travail. C'était une promesse que j'avais faite à ma mère, mais c'est vrai que j'ai pas pu la tenir tout de suite parce que je travaillais énormément. Mais honnêtement, j'aimais beaucoup ça, donc j'étais très 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 investie et j'ai jamais eu le temps de le faire. Donc le jour où j'étais à la retraite, j'ai commencé déjà à me poser la question. Et puis vraiment, à un moment donné, il y a un cousin éditeur qui a édité le livre qui m'a dit "Écoute, là j'ai un créneau, mais t'as 3 mois." pour me présenter un document publiable, parce qu'effectivement il fallait adapter le texte un petit peu. Enfin, j'ai pas beaucoup changé, mais il fallait le restructurer, il fallait trouver parfois des termes qui étaient plus compréhensibles à notre époque, parce que il y avait des termes qui étaient un petit peu désuets, etc. Enfin, des choses comme ça. Donc, il a fallu faire un travail, c'est certain. Mais surtout, il fallait donner une structure au texte et puis effectivement contextualiser, parce que malgré tout, elle le faisait pour nous, donc ça n'avait pas d'importance, ça. Et voilà, donc effectivement, mais je n'ai pu faire ce travail que très tardivement. Bien sûr. Est-ce que, à travers les écrits que votre mère vous avait laissés, vous les avez lus avec elle, ou vous les avez découverts ensuite? Ensuite. Donc tout était limpide, ou est-ce que vous avez eu à on en a discuté, mais oui, tout était limpide. Enfin, il y avait peut-être des petites curiosités qu'on aurait voulu approfondir, mais elle a ressorti son éternel. J'ai fait ce que j'avais à faire. On a compris qu'il fallait pas aller au-delà, voilà. Très bien. En fait, c'était quelqu'un de très modeste, et elle a vraiment souffert à l'idée de devoir raconter ça. En même temps, elle disait, oui, mais si je raconte pas Personne ce que j'ai vécu, je pourrais pas raconter ce que les autres ont vécu. Donc, il fallait bien qu'elle le fasse, mais en même temps, elle avait vraiment une inquiétude réelle à l'idée de parler d'elle. Mmh. Et est-ce qu'il y a un épisode dans le livre de votre mère qui vous touche particulièrement? Honnêtement, tout m'a touché. Vraiment, c'est quand même une part profonde de notre histoire. Je pense que ça structurait très profondément ma mère aussi, cette expérience. Ah si, c'est vrai, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est quand même parce que justement, et ça je le dis en note de bas de page, mais elle l'a pas écrit, mais mon père me racontait qu'effectivement ça avait été pour elle quand même nerveusement une épreuve assez forte, alors qu'elle ne l'a jamais dit, et c'était quand pendant des jours et des jours elle a marché devant le tracteur, parce que les champs avaient été déminés, mais nul ne savait s'il restait des mines. Il pouvait très bien y avoir une mine oubliée, ou alors justement un piège allemand qui était resté là. Et donc,
personne ne voulait labourer les champs. Et elle se disait, bon, il faut bien remettre l'île en culture. Donc, comme personne ne voulait conduire le tracteur sur le champ, elle a dit, bon, je marcherai devant le tracteur, tout le temps où vous labourerez, et pendant des jours et des jours. Donc, il y avait deux choses. Il y avait le fait de le faire, mais aussi le fait que ce soit répétitif. Ça a duré des jours et des jours et des jours. Et réellement, c'est vrai que ça l'a quand même éprouvé. Parce que malgré tout, après coup, ça pouvait faire rire. Mais oui, c'était une prise de risque quotidienne. Elle se disait, voilà, je sais pas où je vais. Hein. Tout à fait. Alors, évidemment, elle ouvrait l'œil, mais bon, on sait jamais ce qui va se passer. Ouais. Donc, oui, ça, bien sûr, ça marque. Ouais, j'imagine bien. Alors, il est également fait mention très tôt dans le livre de votre famille paternelle, la famille Richet, présente dès le début du livre dans la partie de Cache-Cache l'été 39 qui précède la déclaration de la guerre. L'amitié entre les familles Richet et Fournier remonte donc à vos grands-pères respectifs, si je me trompe pas. Quand François-Joseph Fournier, votre grand-père maternel, acquiert l'île de Porquerolles en 1912, votre arrière-grand-père, Charles Richet, prix Nobel de médecine, acquiert l'île Ribot en 1913. Donc cette île Ribot, pour les auditeurs, c'est l'île voisine de Porquerolles, qui se situe entre la presqu'île de Gien et Porquerolles. Est-ce que vous y avez vous-même séjourné en vacances sur cette île ? Oh, de temps en temps, oui, mais quand mon père s'est marié avec maman, il avait des parts comme tous les petits Richet en avaient. Mais il s'est dit, maintenant je suis à Porquerolles, je vais pas être à la fois à Ribot et à Porquerolles, donc il a cédé ses parts à ses frères et sœurs. Donc après ça, nous n'avions plus du tout de part, mais on était invités. D'accord. Et c'est une île aujourd'hui où une partie de votre famille peut encore y séjourne encore ? Ah oui, il continue à être propriétaire de cette île. D'accord. Tout le monde n'a pas voulu dans les descendants, évidemment. Parce que depuis nos arrière-grands-parents, il y a eu de très très nombreux enfants. À l'époque, les familles étaient nombreuses. Mais il y avait beaucoup de gens pour qui ça n'avait aucun sens. Donc, ils voulaient pas. Et puis, il fallait accepter de vivre sans électricité, sans eau. C'est quand même pas évident. Encore actuellement, il n'y a ni électricité ni eau. Alors depuis une petite décennie, évidemment, la vie a totalement changé parce que il y a des lampes solaires et pour l'eau c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a des citernes. Et on a droit à 1 bro par jour pour se laver. Et puis quand il y a plus d'eau dans la citerne, on n'a plus le droit d'y habiter. D'accord. Que c'est pas possible, voilà. Oui, donc c'est un choix quand on va séjourner là-bas. Et c'est très exigeant et quand même compliqué parce qu'aussi à l'époque, il fallait vivre sans aucune information, sans téléphone, sans radio. Enfin, même moi, quand j'étais petite, et jusqu'à il y a pas longtemps, tant qu'on n'avait pas les téléphones portables, la radio ne passait pas et les téléphones, il y avait pas de téléphone, donc on était complètement sans information, sans rien. C'était quand même un mode de vie très très spécifique. Donc les seules distractions, c'était les jeux de société et la conversation. Oui. En résumé. Alors j'aimerais, Claudine, maintenant qu'on parle un petit peu plus de votre lien personnel à Porquerolles. Vous résidez désormais dans le sud-ouest et passez environ 3 à 4 mois de l'année à Porquerolles. À quelle saison vous aimez y séjourner ? De toute façon, hors saison, ça c'est sûr. Bon, bien entendu, il y a des périodes clés. Bon, la Toussaint, parce que ça a toujours été une date de rassemblement entre, disons, les différents membres de notre famille. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment très particulier parce qu'on a toujours des grandes tablées. C'est vraiment très très chaleureux et ça maintient des liens au-delà des générations. Et puis il y a le mois de février, que j'aime énormément aussi parce que la nature redémarre. Il y a l'éclosion de plein de petites fleurs tout à fait modestes et inaperçues mais qui sont tout à fait charmantes. Et puis il y a les lavandes qui commencent aussi à fleurir. Donc c'est une très belle saison. Vous n'avez pas vécu le confinement de mars Non, mon fils l'a vécu. Ah, votre fils l'a vécu. Lui, il était très très heureux de le vivre là, avec sa famille. Oui, parce que maintenant, avec les possibilités de télétravail, c'est pas un problème. Et c'était quand même plus simple avec 2 enfants d'être dans un espace plus vaste qu'un petit appartement parisien. Ouais, ça, c'est certain. Quand vous êtes sur l'île, par exemple, à cette saison, en octobre, à quoi ressemble l'une de vos journées Quelles sont vos activités, vos occupations? Alors là, il y a 2 types de journées radicalement différentes. Soit on est en tout petit comité, et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paresse, mais aussi des grandes balades, vraiment parcourir l'île en tous sens, ça a toujours été ma grande joie.
Et puis, il y a les périodes où il y a la famille, les amis, etc. Donc, en gros, bon, je suis intendante cuisinière. Ça se résume à ça. Mais c'est aussi une expérience merveilleuse. Bon. Et alors, vous parliez justement du fait que vous aimiez parcourir les chemins de l'île. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs endroits que vous aimez tout particulièrement sur cette île? Pas vraiment. C'est une sensation. C'est-à-dire qu'il y a ce qui me... Comment dire, qui me stupéfie toujours, c'est qu'en fait, ça fait quoi? Ça fait plus de 60 ans que je parcours l'île en tous sens, et aussi bien les plaines que les chaînes de collines ont chacune d'abord leur personnalité, mais en plus de ça, ça varie tout le temps. Le paysage évolue, donc en réalité, on ne se lasse jamais. C'est ça qui m'a toujours vraiment tellement étonnée, c'est de ne jamais arriver à saturation. Et vous qui vivez maintenant dans le sud-ouest, qu'est-ce que vous trouvez à Porquerolles que vous ne trouvez pas? Vous habitez dans quel coin? Oui, dans le sud-ouest, entre Agen et Montauban. D'accord, en fait. Ok. Donc pas forcément tout près de l'océan, mais non, pas du tout. Ce qu'il y a de plus particulier à Porquerolles. Oui, ou peut-être, ou voilà, qu'est-ce qui fait pour vous la particularité peut-être de l'insularité en termes géographiques, de temporalité, d'espace? C'est difficile à dire parce que moi je le vois pas comme quelque chose de particulier, parce que moi c'est ça la vie normale pour moi. Donc déjà j'arrive pas très bien à voir ce qu'il peut y avoir de particulier, parce que à la limite je m'étonne plutôt de l'extérieur que de Porquerolles. Ce qui est certain, c'est que j'avais envie de découvrir aussi d'autres modes de vie. Parce que bon, ici je connais bien. Puis ici il y a quelque chose qui marque beaucoup ici, c'est que nous on est à la campagne. Donc déjà on est ailleurs. C'est encore une autre vie. C'est pas du tout la même vie que celle des gens qui vivent au village, qui ont une certaine forme d'implantation à Porquerolles. Nous vraiment notre implantation, je dirais qu'elle est contemplative. Ici, enfin quand on a le temps évidemment, c'est pas toujours le cas, mais quand on peut, c'est depuis mon enfance une passion. Regarder les insectes vivre, regarder la végétation pousser, observer les arbres. Oui, c'est ça. C'est vraiment essentiellement ce contact très intime à la nature que j'ai pas ailleurs, parce que justement dans le sud-ouest, je suis dans un village. Donc c'est une maison de village avec une terrasse, mais pas de jardin. Bon, il y a la campagne autour et on s'y promène largement, mais c'est pas pareil. Ici vraiment, on est dans la nature complètement. Alors on peut considérer que Porquerolles désormais est davantage votre résidence secondaire que ne l'est votre résidence dans le sud-est. C'est un choix d'avoir fait celui-ci. Vous auriez pu vous dire que vous vous installiez à Porquerolles et que le sud-ouest était un ailleurs. Oui, ça aurait pu l'être. C'était un concours de circonstances en fait. Ma sœur était établie dans ce village parce que la famille de son mari avait des liens dans ce village. Il se trouve qu'on allait la voir souvent en vacances comme ça, et qu'on trouvait ce village absolument charmant. Et un jour, il y a eu une maison à vendre, et on s'est dit comme ça, tiens, c'était une maison médiévale. On s'intéressait beaucoup à l'architecture médiévale, et d'un seul coup, on s'est dit, tiens, oui, on y va, on la restaure. Et puis on l'a restaurée, puis de fil en aiguille, ça c'était pas longtemps avant la retraite, et au moment de prendre notre retraite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait finalement? Il y avait à la fois le fait qu'on avait établi des liens très très chaleureux dans les alentours, et puis aussi quelque chose de relativement raisonnable à notre âge qui n'est plus tout neuf, c'est de se rapprocher quand même pas trop loin de centres hospitaliers, de possibilités de soins, etc. Donc à Porquerolles, c'est vrai que quand même, on a beau être insulaire, on sait que tout est compliqué. Si on veut aller chez le dentiste, si on a mal au dos, etc., c'est pas évident. Tandis que là-bas, c'est vrai, tout est à portée de main. Et à notre âge, il semblait raisonnable d'être plutôt dans ce contexte-là. Et il y avait aussi le contexte festif où c'est un village très dynamique, où il y avait la possibilité de s'investir dans plein de choses. Et on vous laisse pas trop le choix, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans un village, tout le monde vous dit tiens, tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça, et de fil en aiguille, tout le monde est on est absorbé. Oui, bien sûr, il y a peut-être un dynamisme aussi. Puis vous qui veniez de Paris, avec certainement une vie qui a été riche, remplie. Oui, il y a ça aussi. Le contraste aurait peut-être été un peu brutal. Je comprends.
Alors j'aimerais qu'on parle de Porquerolles l'été, qui est tout autre visage, je vous vois, mais je peux comprendre votre expression. L'été, le parc enregistre des pics de fréquentation entre 8000 et 10 000 personnes débarquées par les navettes, sans compter les plaisanciers. Cette hyperfréquentation dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, après un été particulièrement éprouvant, ça a fait même les pages de la presse nationale cette année. Cette hyperfréquentation, bien sûr, elle pose de nombreux problèmes, atteinte à l'environnement, gestion de l'eau et des déchets, saturation des services et au final, insatisfaction des visiteurs. Est-ce que vous-même, vous avez été témoin de l'essor de la fréquentation sur l'île ces 60 dernières années et quel regard vous portez sur cette hyperfréquentation? Est-ce que vous entrevoyez des solutions? Alors, pour être témoin de l'évolution, c'est certain, parce que nous, quand on était enfants, s'installer à moins d'une dizaine de mètres d'autres personnes sur la plage, c'était considéré comme un acte de grossièreté. Alors que maintenant, ce serait pas possible de préserver ainsi son petit espace personnel. Bon, alors bien entendu, ça a changé considérablement. Nous, on est à la campagne, donc évidemment, on voit moins cette surpression touristique et on peut aller à la plage en passant par les bois. Donc au fond, on peut arriver à se ménager une petite vie quand même relativement à l'écart. Mais ne serait-ce que pour mon mari qui, lui, se charge d'aller faire les courses au village, c'est déjà beaucoup plus pénible parce qu'il se fait rentrer dedans par des vélos en permanence, il n'en peut plus, il veut plus venir l'été. Donc là, oui, il y a quand même quelque chose, il y a une exaspération certaine. Mais sinon, oui, bien sûr. Moi, ce que je vois aussi, c'est quand même, disons, l'espèce d'agressivité, parce que ça, quand même si je parviens à me protéger en restant à l'écart, il y a une sorte d'agressivité. C'est-à-dire dès qu'on va sur la route du phare, c'est vrai que on se fait, on est pris d'assaut. Voilà, mais il y a des vélos qui débarquent de tous les côtés, n'importe comment. Si vous voulez, c'est comme si c'était le Far West, alors que ça l'est pas. C'est sous prétexte que c'est un parc naturel, je dirais parc naturel, c'est pas parc d'attraction. C'est vécu un peu comme un parc d'attractions. D'une part parce que tout y est permis, on peut faire justement du rodéo à vélo, même des personnes qui sont pas toutes jeunes, qui foncent comme des fous sur les routes de Porquerolles, alors que c'est pas, enfin un parc naturel, c'est pas ça. C'est quand même au contraire une quiétude, une contemplation. Et là, c'est tout autre chose. Mm-hmm. Donc il y a vraiment une façon de le concevoir. C'est aussi conçu comme une vaste piscine, alors que ça n'est pas une piscine. C'est vraiment disons, la mer est belle ici, mais tout le monde la transforme en jetant des déchets partout, etc. Même s'il y a un ramassage des déchets extraordinaires sur les plages, mais quand même, ça ne suffit pas, d'abord. Et ensuite, il y a les bateaux, c'est pareil. Quand même, la plupart des baigneurs ici, alors évidemment, c'est désagréable d'en parler, mais quand on nage et qu'on se retrouve au milieu d'une flaque d'eau usée des bateaux, ce qui est très, très courant, c'est très désagréable. Mmh. Donc il y a tout ça qui est assez épouvantable et en même temps, donc pour moi, conçu par les visiteurs comme un parc d'attractions et non pas comme un parc naturel. Et en plus de ça, c'est vrai, le tort, disons, de l'aménagement local ici, c'est que y a pas de toilettes sur le bord des plages, il n'y a pas d'équipement suffisant, je pense, au port aussi pour les eaux usées, il n'y a pas l'infrastructure nécessaire à une pareille invasion. Donc de toute façon, il est impossible de faire face à une pression aussi importante d'usagers au quotidien en été. Ça, c'est pas possible. Et vous pensez, pour que Porquerolles ne devienne pas justement ce parc d'attractions que vous entrevoyez, qu'il faudrait limiter la fréquentation? Pour moi, à l'évidence. Alors, bien entendu, il y a des tas d'intérêts qui s'y opposent, mais bien sûr, je vois pas comment faire autrement. Quel conseil vous donneriez à un touriste d'un jour qui vient passer une journée, comme le font les milliers de visiteurs aujourd'hui, pour pouvoir saisir un peu de l'authentique Porquerolles? Est-ce que vous auriez peut-être
un chemin ou un conseil à donner à... Oh, bah oui, mais ça plaira sûrement pas. Le premier conseil, c'est de ne pas aller se baigner. Le second conseil, c'est effectivement de se perdre dans les chemins. Bah, pas à vélo non plus, parce que à vélo, on n'a pas le temps de voir. On n'a pas le temps de profiter. Quel sens ça a de parcourir à toute vitesse comme ça? Alors évidemment, on peut aller plus loin sur les plages, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. C'est toujours le côté parc d'attractions. Ça n'a rien à voir avec ce qui, pour moi, fait la nature même de Porquerolles, c'est-à-dire contempler des paysages, observer une nature qui n'a rien d'authentique, hein, parce que quand mon grand-père a racheté l'île, pas longtemps avant, il y avait eu un incendie qui avait décimé complètement la végétation, donc ça a été planté, tout ça. C'est pas du tout une forêt primaire, etc. Donc faut pas non plus se raconter des histoires sur le paysage naturel. Mais c'est un paysage qui a été travaillé, qui est beau. Donc déjà, profiter de ça, c'est fabuleux. Pourquoi aller dans un endroit comme Porquerolles pour justement jouer au parc d'attractions, se retrouver agglutinés sur la même plage. Exactement. Ouais, pour moi, ça n'a pas de sens, mais bon, je suppose que les goûts des autres ne sont pas les mêmes. Justement, je voudrais évoquer, parce qu'en fait, votre mère en parle dans les dernières pages du livre. Donc ces dernières pages du livre qui ont été écrites au début des années 90, votre mère porte un regard, je trouve, assez attristé et désillusionné sur ce que Porquerolles est devenu. J'aimerais en lire un court extrait. Elle dit « Les maisons rasées ont été reconstruites, les autres réparées, voire embellies. La place d'Armes aux belles proportions est entourée de commerces agrandis, de nouvelles terrasses. Cependant, son charme ancien s'affuble de la bimbeloterie en vogue sur la côte. » Après l'acquisition de l'île par l'État en 1971, autour du village d'origine, des villas et des ensembles résidentiels ont augmenté la capacité touristique. L'agrandissement démesuré du port crée une espèce de camping nautique dont on peut se demander s'il contribue de façon appréciable à la prospérité de l'île elle-même. Certes, il y a un grand et beau village, mais où sont les villageois? Je fais une petite ellipse. Porquerolles a perdu son âme. Pendant les 25 années après la guerre, les activités insulaires péniblement reconstituées avaient permis de compléter le repeuplement par l'assurance d'un travail permanent. Or, actuellement, la population, déjà bien réduite, n'a de travail pour vivre que pendant les quelques mois de la saison touristique. L'hiver, presque tout le village est vide et les insulaires épars. Quel remède les pouvoirs publics, maîtres du jeu, pourront-ils trouver? On est au début des années 90 et déjà les problématiques actuelles sont présentes ou en tout cas assez bien décrites par votre mère. Comment vous voyez l'île évoluer et quel regard vous-même vous portez sur ces changements? Disons, en faisant un très bref retour sur le passé, mes parents considéraient que le tourisme c'était bien, mais pour que développer un village de façon harmonieuse, il fallait qu'il y ait d'autres activités. Bon, eux avaient complètement parié sur l'agriculture, même en sachant que le pari était perdu, parce que dès De Gaulle, la politique agricole était plutôt à l'abandon. Donc ils savaient que c'était un pari perdu, mais en même temps ils s'étaient dit bon, c'est un petit endroit, peut-être que ça pourra survivre là. Et donc ils pensaient que l'agriculture permettrait justement de maintenir du travail à l'année, un travail permanent donc au cours des années aussi, des lignées de personnes qui pourraient s'établir à Porquerolles en cultivant la terre, etc. Donc déjà, ça c'était ce qu'ils ont essayé de faire pendant leur vie. Ça a été, bon, disons-le, un échec dans le sens où le tourisme a pris le dessus et que l'agriculture n'arrivait absolument pas à fournir les moyens nécessaires pour entretenir justement la sauvegarde de l'île, c'est-à-dire maintenir les forêts et les chemins en état, éviter le feu, etc. C'est pour ça qu'ils se sont décidés à vendre avec mes autres tantes. Donc, de toute façon, c'était déjà une première désillusion. Mais l'autre illusion, ça a été quand même le parc avec les collections variétales, en se disant, bon, bah voilà, ils maintiennent une activité agricole d'un autre ordre, mais ça maintient la vie à Porquerolles. Et puis, ils ont quand même eu le temps de voir déjà que, avec le temps, le parc se désinvestissait. À l'époque, c'était le ministère de l'Environnement, c'était pas encore le parc, mais il se désinvestissait de ces plantations agricoles, qu'elles étaient un peu laissées à l'abandon. Donc, bon, c'était des collections variétales, mais il fallait quand même les entretenir malgré tout. Or, petit à petit, le personnel du parc a diminué, l'entretien
de la végétation a aussi été de moins en moins intense, ce qui fait que maintenant on se retrouve avec des champs qui sont à l'abandon, avec surtout des plantations d'amandiers qui sont complètement à l'abandon, des figuiers qui ont été très longtemps à l'abandon, maintenant il y a une petite reprise, les oliviers c'était pareil, donc c'est quand même un abandon de la vie agricole, et c'était disons, elle pressentait déjà disons une évolution qui était encore au-delà de cet abandon-là, ouais. Oui. Ouais. Et peut-être à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses dont vous trouvez qu'elles ont évolué positivement? Oui, certainement, dans le sens où, de toute façon, si vous voulez, à partir du moment où, justement, la génération de nos parents a fait le constat qu'ils n'avaient plus les moyens d'entretenir, parce que finalement, ils ont vécu, disons, enfin, pour ce qui est de ma famille en tout cas, toute leur vie très modestement dans l'espoir de faire vivre l'île. Et de constater que ça c'était pas possible. À ce moment-là, ils se sont dit si on veut que l'île vive, il faut la confier à l'État qui aura les moyens de l'entretenir, etc. Donc c'était vraiment ça. Et c'est vrai qu'au début ça a été assez positif, parce que justement il y avait les chemins qui malgré tout permettaient de canaliser les touristes à des endroits bien précis, et en même temps des cultures. Donc tout ça c'était très positif au début. C'est vrai que maintenant quand même il y a un petit scepticisme, dans le sens où il y a moins d'entretien, il y a moins de moyens qui sont mis. En fait, pour ma part, je considère que déjà, ce que je trouve très très bien, c'est que l'association Les Copains ait repris le potentiel agricole après Monsieur Ratalino. Ça, je trouve ça formidable. Donc déjà un point très positif. Ensuite, je pense que mais je sais que c'est contraire au texte prévu, c'est-à-dire que normalement l'État n'est pas censé gagner de l'argent sur ces activités, mais je considère que c'est une aberration dans la vie moderne, c'est-à-dire que tout coûte très cher, et en particulier l'entretien d'un parc naturel, et encore plus un parc comme Porquerolles qui est très exigeant. Et à partir de ce moment-là, il faudrait absolument que les services, alors comment organiser ça juridiquement, je ne sais pas bien évidemment, mais je pense qu'il faut le faire, trouver les moyens de créer des activités lucratives pour que le parc ait le moyen de s'auto-entretenir. Et ça, je pense que c'est possible. C'est techniquement bien évidemment possible. Donc pratiquement, il faudrait les volontés. Il faudrait passer quelques obstacles juridiques, mais à mon avis, ça devrait pouvoir être faisable. C'est exactement comme avec les copains, il y a délégation de compétences. Ça pourrait prendre quelle forme, vous pensez? Je sais pas, par exemple le paiement du mouillage ou ce genre de choses, ou bien sûr. Alors ça oui. Alors là, oui. Là j'étais dans la vision agricole et végétale. D'accord, ok. L'analyse de la végétation et de son avenir, et des forêts qui devaient être entretenues, etc. Alors, pour entretenir des forêts, c'est bien joli de les rendre impénétrables, dans le sens où c'est pas mal, parce que effectivement les touristes vont pas s'égailler dans la nature à partir du moment où la forêt est impénétrable. Mais d'un autre côté, on sait bien que quand la nature est impénétrable, tôt ou tard, elle prend ses moyens personnels d'autorégénération, et malheureusement, bien souvent, ça s'est appelé le feu. On le voit actuellement dans plein d'endroits du monde. Je pense qu'il faut justement arrêter l'utopie d'une forêt naturelle, etc., dans le sens où la forêt qui est ici n'a rien de naturel, mais elle a besoin d'être entretenue, par contre. Ça, c'est le premier point. Alors, bien sûr, les bateaux, ça, c'est une catastrophe absolue. Et à ce moment-là, bien entendu, oui, j'ai vu quelque part, je pense qu'il y a eu un article récemment disant à la fois un péage du mouillage le long des plages, mais qu'en plus de ça, le péage soit de plus en plus élevé au fur et à mesure où on reste. Parce que ça, on le connaît depuis très longtemps, mais ça devient de plus en plus important, c'est-à-dire des bateaux qui ancrent le 1er du mois et qui lèvent l'ancre le 15 du mois, sans avoir jamais navigué ni rien, c'est juste du camping sur l'eau. Et ça, c'est terriblement prédateur, parce que justement, ces bateaux-là, évidemment, vont vider leur fosse d'aisance, etc., vont jeter tôt ou tard des tas de détritus par-dessus bord. C'est pas possible de vivre comme ça. Et en plus de ça,
il y a quand même aussi, disons, le côté paralysant, parce que voir ces espèces de barrières le long de la plage, ça enlève l'envie de se baigner, hein, parce que on a l'impression que là-bas c'est un no man's land sauvage où il y a que la vie des bateaux et que c'est en plus de ça très insalubre, donc on n'a pas envie d'y aller. Ça c'est sûr. La place de la culture sur l'île. Je voulais vous poser une question sur la Fondation Carmignac, qui est ouverte maintenant depuis 2 ans. Comment vous avez vécu son installation? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'île? Est-ce que vous êtes allé voir le lieu, les expositions? Est-ce que vous avez un avis sur cet endroit? D'abord, je suis allée à plusieurs reprises, c'est évident. C'est intéressant. Pour moi, du moment que l'on crée quelque chose à Porquerolles, surtout quelque chose qui soit différent de simplement, disons, un échange marchand, je trouve que c'est fabuleux. Déjà, c'est très très important. Bien entendu, en faire un lieu de culture, c'est merveilleux. Alors, après ça, chacun pense ce qu'il veut de la culture, des expositions, etc. Bien sûr, il y a des tas d'avis, mais déjà le lieu est magnifique. L'architecture de Monsieur Vidal était formidable. Ça a été largement respecté et revalorisé, et puis surtout visitable pour tout le monde. Donc déjà, je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose pour Porquerolles. Oui, vous qui avez connu le lieu originel, il y a eu un respect vraiment des contours. J'ai pas trop connu la villa que Monsieur Vidal avait faite. Par contre, j'ai connu la ferme de la Courtade autrefois, bon, qui était un endroit charmant et joyeux, mais enfin bon, c'est vrai que ça n'avait aucun rapport avec... On aperçoit dans Pierrot le Fou, derrière Jean-Paul Belmondo et Anna Karina d'ailleurs, et d'ailleurs qui n'a rien à voir avec l'actuelle fondation, mais pardon, je vous ai coupé. Oui, non, mais vraiment, je trouve ça très très bien parce que en plus de ça, il y a des activités autres. J'ai assisté à quelques concerts. Il y a d'autres choses, d'autres événements auxquels j'ai pas pu participer parce que j'étais pas là. Mais d'une part, je considère important d'y participer. Je considère que ce sont d'excellentes initiatives. Oui, vous aviez vu c'était pas cette année, mais l'année précédente, les lives à la Villa. Je sais pas si vous aviez vu la chanteuse lyrique, par exemple. J'ai écouté cette chanteuse, c'était un enchantement. Oui. Les danseurs également. Alors non, parce que j'étais pas tout le temps là, donc j'ai pas pu voir les autres spectacles, mais celui-là m'a particulièrement enchantée, d'autant plus. J'étais avec mes petits-enfants et j'avais un petit-fils qui avait à l'époque donc 5 ans. Et maintenant, quand il revient, il me dit « Et alors, où est la chanteuse ?» Ah, magnifique. Donc, il vraiment, a été ça touché. l'avait marqué. Ouais. Ah oui, absolument. Et il trouvait ça très important. Donc oui, bien sûr, c'est fantastique d'avoir ça. Ouais, donc oui, la place de la culture sur l'île, je pense que c'est quelque chose Oui, puis ça permet de faire autre chose quand même. Bon, oui. on dit toujours ne faut pas bronzer idiot. Bah oui. Mais bon, moi, d'une part, j'aimerais qu'on bronze beaucoup moins idiot, déjà, en allant beaucoup moins à la plage et beaucoup plus dans d'autres endroits. Et justement, ce que j'aimerais, c'est que le parc fasse partager à la fois sa connaissance de l'espace, du monde végétal et animal qu'il y a dans l'île, et aussi de créer une activité puis qui pourrait être lucrative. Je trouve que ce serait très bien. Et moi, il m'est arrivé de parler avec certains responsables ou personnes spécialistes qui venaient travailler pour le parc. C'est passionnant ce qu'ils ont à raconter. Faire des conférences, ce genre de choses. Oui, bien sûr, qu'ils fassent des conférences, qu'ils fassent des visites, qu'ils fassent des expositions. De temps en temps, il y a eu quelques petites activités de cet homme, mais je pense que ça devrait être très intense. Bien évidemment, il faut. Et d'abord, si vous voulez, à partir du moment où ils abandonnent plus ou moins les collections variétales, il faut le remplacer par autre chose, par une autre activité. Et moi, je souhaiterais qu'effectivement aussi l'espace soit occupé autrement. C'est-à-dire que si on ne préserve pas ces collections variétales, qui mettent en culture d'autres façons, au besoin en faisant des baux agricoles, etc. Mais que ça reste vivant. D'abord, c'est nécessaire pour faire des coups-de-feu, entretenir. Donc, déjà, ça, c'est essentiel. Mais en plus de ça, ils auraient tout à fait la possibilité d'organiser des tas d'activités. Oui, pour les plus jeunes, que les gens découvrent Porquerolles autrement. D'abord, ça pourrait allonger considérablement la saison
disons, touristique en la modifiant totalement, qu'elle change de contenu, qu'elle change aussi d'objectif. C'est-à-dire que on passe du parc d'attractions à vraiment ce qui est pour moi un lieu l'idée de prise de conscience écologique et de découverte de l'environnement. ce que devrait être un parc naturel. Mhm. En restreignant le nombre de visiteurs chaque jour, mais en étalant sur plusieurs mois ces visiteurs qui feraient autre chose, mais bien entendu qu'ils aillent aussi se baigner. C'était un peu une boutade quand je disais qu'ils n'allaient pas se baigner, mais qu'ils fassent aussi autre chose, qu'ils voient autre chose. Et puis qu'ils se rendent compte que le vélo c'est très bien pour aller plus loin, mais c'est pas le rodéo. Voilà, il y a une façon de vivre Porquerolles qui pourrait être totalement différente et beaucoup plus sereine et beaucoup plus intéressante. Est-ce que, en plus de l'ouvrage de votre mère, vous avez des conseils de lecture ou de témoignages artistiques sur Porquerolles à conseiller? Franchement, pas vraiment, parce que il n'y a pas eu énormément de choses. Bon, c'est vrai que même si c'est un peu romancé, moi j'aime bien l'ouvrage de Luret. Bon, je trouve que c'est distrayant, c'est bien. À part ça, il y a quelques ouvrages de photos aussi. Il y a pas mal de recueils de photos. Il y avait un ouvrage d'Alphonse Canessa. Je me souviens plus son titre Rue du exact. Phare, je crois. Il y avait Rue du Phare ou alors Ainsi vivait-on à Porquerolles. Où il y a peut-être deux ouvrages, je ne sais pas. C'est ça, je crois. Mais toujours est-il que j'avais trouvé ça aussi assez sympa et ça rappelle vraiment l'époque de notre enfance. Lui, il était même, sauf erreur, plus âgé que nous, donc je pense qu'il faisait même référence à un Porquerolles d'avant. Je me souviens plus très bien parce que je l'ai lu il y a une quarantaine d'années, je crois, ou une trentaine. Il est souvent cité cet ouvrage, en effet. Quels sont pour vous, alors on les a déjà un petit peu mentionnés, mais pour vous les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir? Bien sûr, bien évidemment, et l'essentiel c'est la maîtrise du tourisme parce que c'est pas seulement un tourisme important, c'est un tourisme prédateur actuellement. Donc il faut arrêter de vivre et de percevoir Porquerolles comme ça, c'est pas possible. Ça c'est certain. Tout le monde dit la liberté, il n'y a pas de liberté sans contrôle. Et s'il n'y a pas d'autocontrôle, il faut du contrôle. C'est-à-dire que justement contrôler le nombre de personnes, essayer d'expliquer aux personnes que même si le vélo est sympa, c'est pas comme ça qu'on l'utilise, etc. Et puis, ça, je l'ai mentionné, mais je pense que c'est absolument indispensable. Quand on accueille autant de monde dans un aussi petit espace, il faut des infrastructures. C'est aberrant. Déjà, alors bien sûr, il y a les toilettes, mais il y a peut-être des points d'eau aussi. Oui, quand on vient en famille à Porquerolles, c'est une expédition. Oui. Bon, alors, ça a un certain charme, le côté expédition, avec la glacière, tous les machins et tout. Bon, mais je pense qu'il faudrait d'abord une analyse approfondie. C'est-à-dire que il faudrait étudier tous les dégâts qui sont causés par ces vagues de tourisme excessif et écouter les touristes après tout. Il y a eu l'analyse capacité de charge et qui dit qu'au-delà de, je crois, c'est 5000 ou 6000 visiteurs par jour, il y a un taux d'insatisfaction réel des visiteurs. Oui. Il y a des études qui ont été menées par le parc là-dessus. Oui, mais le problème, ce qui est très grave là-dedans, c'est qu'ils sont insatisfaits, mais ils viennent quand même. D'abord, ce ne sont pas les mêmes, évidemment, et ils savent pas que les autres n'étaient pas contents. Mais en plus de ça, il faudrait, à partir du moment où on prend en charge un espace comme Porquerolles, il faut assumer cette responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le fait de dire, voilà, on s'occupe de Porquerolles, on va y édicter des règles, etc. Mais il faut aussi faire de la prise en charge concrète, c'est-à-dire effectivement on va réglementer le nombre de touristes en limitant le nombre de bateaux, mais par contre ils vont pouvoir avoir pleine charge pendant plus longtemps dans l'année, après tout que le tourisme vive presque 9 mois à Porquerolles, ce serait pas aberrant. Il y a 9 mois idylliques ici. Donc il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir avec des effectifs bien moindres. Bon, mais ça peut être très bien. Donc les commerçants s'y retrouveraient aussi. Tout le monde s'y retrouverait, l'île serait moins abîmée et il y aurait des tas de projets constructifs et intéressants et plus culturels. Donc bon, c'est pas que je veuille absolument hypertrophier l'idée de la culture, mais malgré tout, la culture, c'est quand même ça fait du bien à l'homme, hein. Ça l'ouvre, ça le fait avancer. Moi, je pense que c'est quand même un avenir bénéfique, et aussi pour les habitants. Les habitants, je pense même s'ils le disent pas comme ça, ou peut-être que c'est pas leur premier besoin, mais leurs enfants, ils prendront goût à ça.
a justement une approche beaucoup plus compréhensive de l'île plutôt que simplement disons se dire on fuit l'été. Non. Il me reste 2 petites questions, Claudine. Quelle est votre définition du porquerolais? Waouh. Pour moi, d'abord, la population de Porquerolles, c'est avant tout une population mouvante. Parce que, à part quelques très rares familles qui sont là depuis longtemps, eh bien, ce sont pour beaucoup des nouveaux venus. Bon, je dirais que je ne connais pas 90% de la population actuelle. Parce que ce sont des gens qui sont arrivés, c'est vrai que je suis pas toute jeune, donc qui sont arrivés il y a moins de 30 ou 40 ans. Hein. Bon, alors ça peut paraître énorme, et dans une vie c'est énorme, je suis d'accord. Mais quand on parle d'habitants d'un petit endroit, village, normalement on a tendance à dire que ce sont des gens qui sont là depuis des générations. Là, c'est rarement le cas. Donc pour moi, je pense que ce qui définit la population porquerolaise, c'est avant tout la mouvance. Et pourquoi pas, parce que ça enrichit l'île aussi d'expériences nouvelles. Ça a toujours été d'ailleurs une population migrante, hein, parce que du temps de mon grand-père, il y avait très très peu de monde, et il a fait venir des migrants qui sont maintenant des porquerolais de souche. Tout à fait. En évoquant Porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'Or, un peu à la façon d'un portrait chinois. Quel serait selon vous l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles? Quand vous êtes loin de l'île et que vous pensez à Porquerolles, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit en termes d'image? C'est vrai que l'image emblématique pour moi, dans ce cas, ce serait les rochers des Mèdes. Quand je suis loin, c'est ce à quoi je pense. À part ça, honnêtement, je pense à mon jardin. Très beau d'ailleurs. Voilà, et si l'idée justement à la fois de maintenir ce jardin et ce paysage tout en le protégeant évidemment contre les possibilités de feu, et en même temps en essayant de le faire vivre. C'est-à-dire voir ce que ce serait comme, si vous voulez, c'est là où il y a peut-être une conception totalement différente. Pour moi, je sais que c'est une végétation plantée, donc c'est pas un paysage immuable. Après, je vous dis, moi, ce que j'aime, c'est de le voir changer. L'idée d'entretenir cet espace pour qu'il devienne le plus beau possible, que on puisse mettre en valeur des espèces qui sont ici, là, la plupart, là, évidemment, on vient de planter des oliviers, mais tout en dessous, ce sont des arbres qui sont là depuis longtemps. Enfin, pas très longtemps, mais qui ont poussé tout seuls, disons. Et les mettre en valeur, les tailler. Alors effectivement, il y a moins de 6, parce que c'est vrai que le 6, c'est du maquis aussi. On peut pas rester, une maison peut pas être entourée de maquis. C'est dangereux. Donc, pour moi, l'idée, c'est plutôt d'essayer d'améliorer la nature, et je pense que c'est comme ça qu'elle vit bien. Donc effectivement, tailler, encourager, développer. Là, vous voyez, il y a un parterre de lavande qui est pour l'instant totalement gris, mais en février, il est bleu, et ça dure pendant 1 ou 2 mois. C'est une pure merveille. Il y a plein de choses qui sont très belles. Il y a des tas de petits animaux qui vivent ici. Effectivement, toujours faire attention à favoriser leur habitat. Les faisans, c'est vrai qu'ils nous entourent, ils gambadent en permanence. On est à table et on voit une colonie d'une 15aine de faisans qui passent. Tout ça, c'est très très agréable. Donc c'est vrai que pour moi, ce sont les images d'ici. Voilà. Et comme je suis plutôt contemplative d'une part, et que souvent je suis contemplative forcée, puisque quand je suis pas à ma cuisine, je suis pas loin. Disons que mon jardin, c'est vrai que c'est un peu mon image de Porquerolles. Ouais, mais on va rester sur cette très belle image donc de la faune et de la flore de Porquerolles. Merci infiniment Claudine pour votre partage, et puis je rappelle le titre de l'ouvrage de votre mère, donc 1939-1945 vue de Porquerolles, donc de Monita Fournier-Richet, donc je recommande vivement la lecture. Merci beaucoup Claudine. Merci de votre attention. Merci à Claudine de nous avoir partagé avec générosité et lucidité un pan de son histoire familiale et de celle de l'île, ce qu'elle nomme nostalgie agricole et sa vision plus personnelle des enjeux et de l'avenir de Porquerolles. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours.
Et je sais que je me répète, mais si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt!